Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Un petit peu débordé quand même parce que je reviens du salon L'Autre Livre à Paris et c'était magique. Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas encore. C'était 5 jours en fait. Enfin, c'était pas le salon. Le salon durait 4 jours, 3 jours, je sais plus. Mais je suis parti le mercredi. On arrivait le jeudi, ça commençait vendredi, samedi, dimanche. Et j'étais avec mon ami Alain Léger. Donc c'était super. On a fait la route ensemble, on n'a pas arrêté de parler avec d'autres auteurs aussi. Et puis j'ai rencontré plein de gens, plein d'éditeurs. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Qui est-ce que j'ai croisé? J'ai croisé Vincent Guillet. En fait, Vincent Guillet, je vous en ai parlé déjà, il a les éditions Votre Garage et il fait de la typo. Et entre autres en typo, il y a des petits nouveaux. Et je vais commencer par ce petit nouveau qui est magnifique. Voilà. Jean-Colin Damien. Et donc cette lettre à Xapski. Avec à l'arrière, vous avez, à l'avant, pardon, vous avez un cyanotype de Sylvie Gosselin. Voilà. Alors, je vais vous mettre les sources enfin les références des bouquins que je vous présente. Pour votre garage, en fait, je vais pas vous le mettre parce que de toute façon, vous pourrez pas les commander. Donc, la seule façon de faire, c'est, sauf si vous êtes en Suisse, et moi je les mets dans les librairies en Suisse. Mais si vous n'êtes pas en Suisse, eh ben vous pouvez revoir Vincent Guillet. Il sera à Paris au marché de la poésie au mois de juin. Et puis il sera, j'essaye de régler mon truc, voilà, tac tac. Et puis il sera à la fête de l'UMA en septembre. Et puis il sera au salon L'Autre Livre en novembre. Voilà. Donc vous pourrez retrouver ces bouquins là-bas. Je vous lis une petite page. Euh, Mon cher Joseph, la porte est fermée, c'est mon dernier droit, mon dernier secours que je défends, qu'on ne comprend pas toujours d'être seul. Quelque chose d'au-delà de ma volonté se raidit et se révolte en moi quand on me regarde, quand on est témoin de mes efforts pour un geste. Et si j'ai le courage de demander qu'on sorte, ce même geste, j'arrive à le faire parce que je peux faire grimacer le corps à fond sans regard pour m'observer, surtout sans regard d'amour impuissant. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est pour cela que je t'écris. Et donc ça a été achevé un jour ordinaire à l'imprimerie Bout du Monde sur presse à pédale en 2022. Voilà. Je vous en présenterai d'autres. Euh, Ce qui était génial avec Alain Léger, c'est qu'en fait, c'est un gars qui est éditeur. C'est surtout quelqu'un qui adore les livres et qui a des livres plein sa maison. Et mercredi, quand je suis arrivé, j'en étais à la bibliothèque évidemment. Puis, et je vois un truc assez magique qui est un coffret. Bonsoir Kate. Coffret Mayakovsky de poèmes. Et évidemment, moi je lui dis, tu peux me le prêter parce que je vais pas arriver à lire dans la nuit. Ok, voilà. Et je vous lis juste un poème de Mayakovsky. Donc c'est dans les poèmes 1913-1917. En quatrième de couverture, c'est marqué: mes paroles simples comme des mugissements vous révéleront nos âmes nouvelles, bourdonnantes comme l'arc électrique. De mes doigts, je n'ai qu'à toucher vos têtes, et il vous poussera des lèvres faites pour d'énormes baisers. Tragédie 1913. Mais où étais-je tout ce temps? Comment allez-vous? Mais ça va bien, Kate. Je sais pas où tu étais. À la Chaux-de-Fonds, peut-être. Je ne sais pas.
ailleurs, à Évian, euh, je sais pas. Mais moi, j'étais là à peu près tous les mardis. Voilà. Mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai déménagé depuis, hein. Voilà. Et je vais vous lire l'épilogue. Épilogue. C'est de vous que je parle quand j'écris tout ça, pauvre rat. J'ai regretté de n'avoir pas de sein, je vous aurais nourri comme une bonne nounou. Maintenant, je suis un peu desséché, je suis un vrai bienheureux. Mais en revanche, qui et où aurait pu ouvrir aux pensées un tel espace inhumain? C'est moi qui ai planté mon doigt dans le ciel et prouvé que c'était lui le voleur. Quelquefois, il me semble que je suis un coq hollandais, ou bien le roi de Pskov. Et d'autres fois, plus que tout, me plaît mon propre nom, Vladimir Mayakovsky. Bonsoir, Soham. Alors, on s'est vu au salon de l'autre livre, et j'ai pensé à toi. Euh, Plaisir de trouver un livre de Sandro Penna chez les éditions d'en bas. Oui, mais c'est un livre libre. Oui, il est magnifique, le Sandro Penna. Allez, je vais le Sandro Penna. Je dois l'avoir quelque part. Peut-être là-haut. Peut-être là-haut. Il est où? Est-ce que je l'ai? Euh, euh, voilà, je l'ai quelque part. Il est peut-être dans une pile. Ah zut alors. Je reviens, je reviens. Je suis pas loin. Je suis juste dans la bibliothèque derrière. Je regarde, c'est marrant, je croyais que je l'avais. Bon, il est quelque part, hein. Il est quelque part. Je l'apporte la semaine prochaine. Sûr, promis. C'est fou, hein. Comment on fait de la pub pour sa maison d'édition, c'est génial. Euh, oui, alors, euh, j'ai trouvé un truc assez génial. Attends, je regarde un truc. C'est un peu le brouillon aujourd'hui, hein, mais vous m'excuserez. Hop. Alors, je viens juste de le commencer, hein, donc un éditeur que je ne connaissais pas du tout, euh, qui s'appelle Les Éditions du Penseur. Ouais, on va continuer avec Mayakovsky, ok. Euh, les Éditions du Penseur, P-A-N-S-E-U-R. Et j'ai pensé à toi, Sonia, par rapport à ce bouquin-là. Et euh, en fait, le quatrième de couverture, ça dit de quoi se compose l'ossature d'une famille, de membres essentiels d'une construction invisible qui les soutient tous. Vous voyez, c'est marrant cette couverture où il y a le texte qui est écrit en relief comme ça, enfin en relief. En fait, quand j'ai acheté, j'ai pas vu. Je suis vraiment aveugle, hein. J'ai pas vu que c'était écrit dessus. C'est vraiment marrant comme principe. Voilà. Ce qui est hyper intéressant dans ce bouquin, alors j'en suis vraiment au début, hein, mais je sens que je vais, ça va aller, je vais bien le dire. Euh, le récit, en fait, c'est le récit d'une famille algérienne qui vit en France et euh, l'oncle décède. Et l'oncle, en fait, tant qu'il était vivant, il avait des surnoms. Donc, on lui donnait comme surnom le jumeau, le ligoté, le cerceau, et en fait, le boucher aussi. Et quand il décède, parce qu'au début, ça commence comme ça par le décès donc de Salim, qui est le frère de Anwar. Et voilà, il y a un couple et puis un enfant qui est là, qui parle, qui raconte un petit peu ce qui se passe. Et c'est vraiment marrant. Et donc, une fois que cet oncle décède, on l'appelle Assim. Toute sa vie, on ne l'aura jamais appelé Assim, mais là, on l'appelle Assim. C'est hyper intéressant, c'est bien écrit.
Voilà, je vous en dis plus la semaine prochaine. Euh, je vous lis juste un petit extrait, ou un petit extrait de ce que j'ai lu, parce que je vais vous lire le tout début. C'est marrant, le tout début, c'est un peu c'est assez marrant. Salim. On m'interdit d'accompagner mon père à l'enterrement de son frère, Salim, dont le prénom avait longtemps été dissimulé par une succession de raccourcis. Le jumeau. Il n'avait pas de jumeaux, qu'un frère, qu'une sœur, ses aînés. Le ligoté, par Noria, l'épouse intransigeante promise à Salim depuis les bacs à sable. Noria n'avait pas de surnom. Noria était Noria. Le cerceau, pas d'explication ni d'éclaircissement, ne restait à disposition qu'une pagaille d'hypothèses et d'imprécisions. Salim avait-il caché un cerceau dans un coin de la minuscule chambre qu'il partageait avec Anwar et Iman, son frère, sa sœur, ses aînés? Était-ce son porte-bonheur préféré, ou le surnom en cachait un autre? Certaines expressions employées de travers encombraient leurs abécédaires. On n'en corrigeait aucune. On insistait dans le contresens. La faute aux Français bricolés par la fratrie Rabat, leurs chantiers en bouche, des maladresses héritées de l'autre côté de la Méditerranée qui s'étaient égrenées jusqu'à mes oreilles. Qui sait? Cerceau s'était peut-être substitué à un mot équivalent ou voulait dire cerceau, tout simplement. Voilà. L'auteur, c'est Nassim Kezoui. Voilà. Nassim Kezoui, ossature. Alors attendez, j'ai fait un petit Word parce que mon amoureux n'est pas là pour faire avec moi. Donc c'est moi qui vais copier les choses. Hop, et je vais vous mettre ça sur le Twitch. Voilà. Hop. Et puis donc le précédent c'était Mayakovsky. Voilà. Voilà. Ouais, alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter certains bouquins aujourd'hui pour vous dire que je les ai eus. Il y en a certains que j'ai lus, mais voilà, je suis rentré quand? On est quel jour? Mardi. Je suis rentré hier après-midi. J'avais un peu de travail quand même, voilà. Et donc j'ai lu entre deux, mais pas énormément. Donc Alain Léger, avec qui j'étais, édition à plus d'un titre, que je diffuse en Suisse et qui est diffusé et distribué par Pont Diffusion Serendip en France. Ah bah oui, il faut que je vous parle d'abord de l'autre livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce salon de l'autre livre? C'est vraiment important. En fait, au salon, il se tenait en même temps la foire du livre de Paris. Je ne sais plus comment ça s'appelle parce qu'il change de nom tous les ans. Livre Paris ou Paris livré au Gros, je pense. Je ne sais pas comment on peut dire. Bref, et l'autre livre, c'est un salon de l'édition indépendante. C'est un salon. Alors, allez voir sur le site d'actualité. Je vais vous marquer quand. Actualité, allez-y. J'ai pas le lien comme ça, mais allez voir. Il y a un article sur le site d'actualité qui parle justement du bilan de cette foire du livre de Paris et qui va faire toute une partie sur l'autre livre justement. Et il y a vraiment ces deux salons différents. Il y en a un où c'est les gros groupes et qui est là sur l'argent et tout ça, où pour aller prendre un café, les auteurs mettent 2 plombes, ou alors les gens redéposent des piles de bouquins parce que ils n'arrivent pas à se faire payer, parce qu'évidemment, c'est une librairie qui va encaisser un maximum dessus. Et puis, l'autre livre où vous avez un bar où c'est des bénévoles qui sont là de l'autre livre, ils sont super sympas, vous rigolez avec, le café, les pâtisseries sont à un prix dérisoire. Enfin, voilà. Puis vous rencontrez, il n'y a pas de micro, il y a eu un discours. Alors si vous avez Facebook, vous pouvez aller écouter le discours de Francis Combe, qui est le président de l'autre livre,
qui a fait un discours assez génial. Heureusement, j'étais juste à côté pour filmer, mais à plus d'un mètre, on n'entendait pas. Mais voilà, c'est un salon qui est encore dans l'artisanat, mais qui fait plaisir, il y a des rencontres. Moi, j'ai pas arrêté de rencontrer des gens, de découvrir des éditeurs. C'est ce que je trouvais quand j'allais au Salon du Livre de Paris, dans les années 80, il y avait encore ça. Et puis après, quand c'est passé porte de Versailles, c'était fini. Il n'y avait plus besoin d'y aller. Il n'y avait plus de découvertes à faire. Voilà. Et donc, sur ce salon, entre autres, il y a eu le samedi après-midi des lectures contre la guerre. Et il y a Salah Oudar qui a fait des lectures. Hop, je vais vous trouver, je vais vous mettre ça. Salah Oudar, voilà. Hop. Et qui a fait deux lectures de textes. Je sais, j'ai pas pris obligatoirement les textes qu'il a pris. Moi, j'ai fait une lecture de Fabiano Alborghetti. Voilà. Et je vais vous lire deux poèmes de lui. C'est dans les cahiers de poésie chez A plus d'un titre. C'est des cahiers qui sont très très beaux, illustrés, je vous ferai voir après, avec des photos ou des dessins. Langue. Cette lumière abyssale dans sa pureté incandescente, les cimes du silence. L'été, le soleil écrase la pierre, interstice inviolé par où souffle une brise, elle effleure tes lèvres, elle effleure ta bouche, volée, paupières, clos. Bruissement, chuchotement, entrelacement. Dans les secrets d'alcôve, le désir soulève les vagues, gonfle tes voiles, amarre les rivages de ton ventre. Le désir en son royaume. Sa puissance outre-soif dans la conscience aiguë de son dû. Le bleu azur de ta respiration, ton haleine, ton souffle. Puis de nouveau la guerre, l'exil, le retour des vents, les débris éparpillés de la langue sur le seuil des imaginaires sans demeure. Voilà. Et voilà, ce genre d'illustration que vous avez, c'est vraiment très très beau. C'est un texte qui s'appelle Enfance. Donc vous avez, c'est de la poésie. Oui, oui, ça, ouais, ouais. J'ai vraiment hésité. En fait, c'était bien parce que j'avais l'éditeur qui était là, et puis j'avais également l'autrice qui était là, euh, l'auteur qui était là, pardon. Et je sais plus. Il y avait des auteurs et des autrices. Nassim, c'est un auteur. Il y avait un auteur et une autrice, et une attachée de presse aussi. Mais c'était super. Et donc, j'ai une présentation. J'ai un peu la tête en vrac, hein, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu. J'ai eu une présentation d'un peu tous les bouquins. Et puis vraiment, l'éditeur m'a dit, celui-ci devrait vous plaire. J'ai bien aimé, parce que peut-être qu'il était libraire avant, mais cette question, qu'est-ce que vous aimez lire, c'est un peu une question de libraire. Voilà. Allez. Un autre texte de Salah Oudar, donc Les témoins du temps et autres traces. Traverser le temps. Traverser le temps sans souci de la trace. La trace est dans le vent. S'atteler cependant à l'ouvrage humblement, comme si l'éternité était devant soi. Il se souvient aussi de vos ivresses, de vos courses folles, des soirs lourds, des matins tristes et malades. La longue attente. Confiner au silence et écouter de nouveau le monde. Il ne se résoudra pas à l'oubli de ton parfum, des signes de ta main. Le port qui s'éloignait. Se dire alors, les blessures sont nécessaires, elles sont le signe, le sourire d'un cœur qui bat. Mais il sait que tu es toujours là, toute proche, à un doigt de ses doigts, entre lui et lui, dans la béance, sans nom, sans visage. Que sont vos amours devenus, les vieilles et belles morsures, fièvre prénuptiale dont les frissons lui reviennent parfois.
Vous couriez alors sur la plage derrière un étrange astre, jeunes gens insouciants, emportés par l'écume des vagues. Au loin, les marins vous faisaient signe. Ces lieux lui sont devenus depuis étrangers, et depuis, il erre, livré au temps qui passe. Lui revient aussi parfois le souvenir de ces poètes en guenilles, humbles et grandioses, tous gauches dans leur rire de satin, enfants inattendus, surpris par le givre et le froid, et qui depuis refusent de grandir. Pourquoi, en effet, continuer de souffler sur la braise quand l'on sait qu'on ne connaîtra pas le feu? Voilà, Salaoudar, magnifique. Alors, je vais reprendre un petit peu de garage. Nazim Hikmet, voilà, et donc Roubaïat. Chaque roubaï de 4 vers forme un ensemble nommé un roubaïat. Écrit en prison, ces poèmes de Nazim Hikmet confondent l'idéal et l'expérience en critique de l'œuvre mystique de Djelaluddin. Grâce leur soit rendue. Aïda Sou Nouroglou a fait spécialement l'illustration de couverture. Mon âme est le reflet du monde qui m'entoure. Elle n'existe pas sans lui. Ne mûrit pas un autre secret. L'image la plus éloignée est proche du réel et la beauté de ma bien-aimée dont je reflète la lumière. J'adore ces bouquins, ils sont splendides. Voilà, anti-plomb. Plomb à plomb. Qu'est-ce qui est marqué sur celui-ci? Comment il a été imprimé? Ah, il n'y a pas. Ah, voilà, c'est ce qu'il y a en quatrième couverture. Voilà. C'était quand? Le samedi matin, on avait une réunion du conseil d'administration de l'autre livre. Et puis, avant, je vais prendre un café. Je prends mon café croissant en terrasse, juste en face du palais de la femme. Et puis là, qui est-ce que je vois? Laure Federiconi et Federiconi, pardon. Et voilà, on discute 2 minutes. Elle allait prendre son train gare de Lyon. Puis elle me dit: ah, mais on a fait cette revue. La suivante. Donc c'est une nouvelle revue d'art. Alors par contre, au niveau de la diffusion, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment c'est diffusé. Je pense qu'il faut passer directement par elle. Enfin, si vous avez besoin, vous me demandez, puis moi je la contacte. Parce que il n'y a pas d'ISBN, il n'y a pas d'adresse d'éditeur, il n'y a pas de nom d'éditeur. Et c'est une revue entre art et littérature. Il ne faut pas faire trop grand cas du mystère de l'art. Notre tâtonnement ne semble à bien des égards que le reflet de ce qui est à l'œuvre dans l'œuvre. Car si on peut lui pressentir un propos, il est faux de dire qu'elle le tient. Sa voix se perd dans des échos infidèles, dans un en-deçà de la parole, incommode donc de fonder sur elle un discours défini, encore plus difficile de la faire discourir, sauf à accepter de la faire toujours mourir, mentir un peu, mourir un peu, non, mentir un peu. Ouais. Et puis j'ai trouvé que donc il y a différents textes, donc Damien Guggenheim, l'éducation artistique, Pierre-Sylvain Caron, à vrai dire, Elisa Mouressan, le cas Omboun, Laure Federiconi, arrangement pour disparition, Pier Paolo Calzolari, missive, Adrien Chevreau, l'homme haut, Dominique Gant, un intrus à l'art contemporain. Voilà. Et je vais vous lire un petit extrait du texte de Laure Federiconi, arrangement pour disparition. Nous aurons des objets liens, des objets spécifiques, comme l'écrivait Jude, des installations picturales, de la tempéra, du plomb, des moteurs de réfrigérateurs usagés, le blanc parfait, celui de pierre vénitienne, de la
pierre vénitienne. Nous sommes déjà spectateurs en retrait, des yeux suspendus, toute une surface verticale réceptive, éponge, et ce ne sera pas tant de la peinture d'ailleurs. C'est la nécessité de concentration qui fait le peintre. En face, l'alchimiste et la matrice, qui redonne vie par la transformation. Tout est suc, arrangement, digestion et rejet. La courbe, c'est celle des ponts de Venise encore. Les anges chantent dans l'usure. Ce qu'on aperçoit, c'est ce qui était encore l'heure d'avant. Les sculptures sont des fragments et non des constructions, des perles qu'on enfile. L'accident est ordonné. L'excitation poétique est dans le processus. Le moteur pour arriver au repos, non à la fin. Les peintres, encore eux, appellent ça la fureur de la figure. Montrer le nerf vital, hurler dans les cassures. Il y aura une vision particulière qui défiera la planéité. Il faut uniquement parler de l'espace et de la lumière. En disant cela, on dit tout. Et en disant cela, on montre par la transformation physique, ici la contamination, la magie et le réel cohabitent. C'est l'interaction lente des matériaux, le point de friction pudique. Le passage, c'est plus qu'une fenêtre ou l'idée d'une fenêtre, ou la représentation picturale d'une fenêtre. C'est la toile qui givre. C'est. Où partent les rêves quand le rêveur n'est plus là? Il demande. J'ai lu où ils se forment. Selon Bergson, ce sont les poussières visuelles captées avant l'endormissement qui deviennent les formes et la narration. Les sens restent en veille et guident les images. Les frottements contre le matelas, la lumière allumée derrière les paupières, les bruits de la rue deviennent des histoires d'incendie, des bagarres, des retrouvailles. Une fois que le rêveur disparaît, je demande, qu'est-ce qui flotte encore? Voilà, c'est le genre de texte que vous avez à l'intérieur. Donc moi j'en ai lu 2 et je trouve ça passionnant. La suivante. Un petit Mayakovsky. Alors, qu'est-ce que... Alors, je ne les ai pas lus en entier. Allez, on va prendre le... Ah, ils sont tous en bilingue. Ils sont tous en bilingue. Je ne sais pas par qui ils sont traduits. Traduits du russe par Claude Friou. Voilà. Ah, vous avez l'illustration, ça c'est dans le 4. Hein. Illustration de Mayakovsky sur la plate rouge. C'est chez Messidor, je ne sais pas, ça va être totalement introuvable ce genre de bijoux, mais allez, on y va. Et puis je ne sais pas si Jacqueline est là, mais Jacqueline était là à l'autre livre. Et donc Mayakovsky, elle a fait une expo Mayakovsky avec Elsa Triolet à la fête de Lima. Voilà. Donc elle connaît bien. J'ai connu un ouvrier. Il était analphabète. Il n'avait pas même réussi à mâcher le sel de l'alphabet. Mais il avait entendu parler Lénine. Et il savait tout. J'ai entendu le récit d'un paysan sibérien. Ils avaient pris possession de leur petit village, avaient défendu à coups de fusil, en avaient fait un paradis. Ils n'avaient ni lu, ni entendu Lénine. Mais c'étaient des léninistes. J'ai vu des montagnes sans le moindre buisson dessus. Rien que des nuages affalés sur des rochers. Mais les haillons de l'unique montagnard qu'on pouvait rencontrer sur 100 km à la ronde rayonnaient de l'insigne de Lénine. On dira, c'est faire des histoires pour des épingles. Les demoiselles s'en mettent par caprice coquet. Ce n'était pas la épingle plantée, mais un cœur plein d'amour pour Ilitch, qui avait par cet insigne brûlé la chemise. Tout ça ne s'explique pas par les pattes de mouche du slavon d'église, et ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné « Sois mon élu ». Ce chemin, il l'a fait avec des pas d'homme, des mains d'ouvrier et sa propre tête. Si d'en haut, on jetait sur la Russie un regard, elle était toute bleue de ses rivières, comme si 1000 verges s'y étaient déchaînées, comme zébrées par le fouet. Mais les bleus de la Russie serve étaient plus bleus que l'eau au printemps. Alors, c'est intéressant de dire ça, parce que, quand même, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a du mal à parler de la Russie.
Et la Russie, à ce moment-là, c'était quand même l'idée de faire le communisme, enfin voilà, sans les frontières, supprimer toutes ces frontières, le marxisme. Voilà. Donc on était vraiment très très loin de ces côtés où on allait conquérir des pays et tout. Enfin, bref, Maïakovski, ça fait du bien toujours de le lire. Voilà. Hop, je remets un peu frais. Alors, on va passer avec. En fait, j'ai rencontré une éditrice, l'éditrice de la revue de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, et qui était accompagnée d'un artiste. Où est-ce que c'est marqué? Une page. Qui était accompagné d'un artiste. Ah, tiens, c'est bon. Ah oui, voilà. Pierre Zanzuki. Voilà. Et donc ce livre, c'est une anthologie de la poésie suisse d'aujourd'hui. 45 poètes, qui est paru. Donc c'est Bacchanal. En fait, la revue s'appelle Bacchanal. C'est le numéro 64. Hop, je vais mettre ça. Hop. Et hop là. Et on est en train de voir pour certainement faire une rencontre à Lyon. J'en saurai plus demain. Une à Paris aussi, avec divers poètes. Et puis également exposer les œuvres de Pierre Zanzuki, qui sont des ardoises, qui sont splendides. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment un très très beau travail. Et je vais vous lire deux poèmes. Alors, j'ai pas compris, parce que là, il y a des poèmes de Ruth Plouda qu'on a édités aux éditions d'en bas, mais je ne vois pas qui est le traducteur ou la traductrice. Et ça m'embête un peu, mais voilà, si quelqu'un sait, ça m'intéresse. J'ai pas trouvé, j'ai pas non plus cherché loin, hein. J'ai juste, voilà. Mais ce poème est magnifique. Europe. Europe est une carte de géographie. Europe, ça sonne comme Iglesias, Lisboa, Kirk, Salamanca, Bochum, Toulouse, Londonderry, Samos, Wuppertal, Santa Maria del Mare. Europe, ce sont des frontières qui existent et des frontières qui n'existent plus. Des peuples qui vont et viennent, des champs de bataille et des processions de fugitifs sur de longues routes de peine et de faim, des clôtures de fils de fer barbelés et des camps de concentration. Europe, c'est le cri de Munch et les jardins de Monet, le chant grégorien et les landes anglaises avec les sœurs Bronte, l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante, le capra d'Umberto Saba. Europe, ce sont les cathédrales et les autoroutes, des mots, des chansons, des langues. Europe, la fille enlevée par Zeus, emportée par le taureau à travers les flots de la mer, à la rencontre d'une terre nouvelle et inconnue. Alors, en dessous, c'est juste marqué Impulse. Je sais pas. Voilà. Je trouve ce poème magnifique. Voilà. Et puis, un poème de Jacques Romand. Je crois que c'est ça. Ouais. Un nom d'emprunt. Écœurante. Prise à petites gorgées, la solitude. Aussi, il a pris l'habitude de s'en enivrer, jusqu'à l'oubli de la mort, jusqu'à l'oubli de l'attente de la mort, ou plutôt de lui-même. Il s'enivre à l'écoute de la pluie, de la porte qui grince, et dit l'habitude grinçante. Il s'enivre à l'écoute calme du calme. Pourquoi ce nom de solitude? Un nom d'emprunt? 6 février 2019. Moi j'adore Jacques Romand. On
On a publié un de ses bouquins. Je crois que j'ai à peu près tout de ce qu'il a écrit. Pour moi, c'est un grand poète qui devrait être dans les anthologies au Seuil, dans la collection Poésie Gallimard. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de incroyable. Et je suis très content. On va publier quelque chose en 2023 de lui. Et ça me fait très plaisir. Allez, je continue mon tour d'horizon. Vous en êtes où? Vous me suivez? Vous avez lu des choses, vous? Vous êtes venu à l'autre livre? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ah, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Moi, j'ai bu beaucoup de café. J'ai parlé. Je continue de parler, c'est fou ça. Pour pas que ça fasse trop mon café. Voilà. Mon voisin éditeur, la bibliothèque. Mais j'ai trouvé 2 bouquins. Ah oui, c'est ça que j'ai. Ouais. En fait, il y en a certains que j'ai quasiment pas ouverts. J'ai juste feuilleté comme ça. Je vais juste vous les faire voir, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que là, c'est pareil, hein, tous ceux que je vous ai présentés, je vais avancer dedans. Et puis, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais il y a un ouvrage que j'ai adoré, que j'ai commencé à lire, j'en suis à la moitié. Antoine Galland, De l'origine et du progrès du café. Et je vous lis un petit extrait. Donc ça, c'est un texte qui a été écrit en 1696. Voilà. Puis cette maison d'édition, ils sont splendides. À Monsieur Chasbras de Camaille. Monsieur, je ne sais si je me trompe, et si vous avez remarqué, comme moi, que le café sert d'entretien, et que l'on en prend rarement, que l'on exprime le plaisir qu'il fait, en disant qu'il est bon, qu'il est excellent, d'une manière plus vive qu'à l'égard des autres boissons. Et je sais, et vous le savez aussi bien que moi, que dans les visites réglées, les Turcs présentent d'abord que la conversation devient languissante. Alors on ne manque pas de s'écrier que le café est admirable et que le maître de la maison a des gens qui s'entendent parfaitement à le préparer. Et comme si le café réveillait l'esprit, comme il est vrai en effet qu'il le réveille, l'on passe de cette matière à d'autres, pendant qu'on apporte le sorbet et le parfum, et l'on sort enfin très content de la visite que l'on a faite. La même chose arrive chez vous très souvent, lorsque vous régalez vos amis du café, que vous prenez du plaisir à faire vous-même. En quoi vous réussissez mieux que ceux qui en font profession. La conversation que vous ne laissez jamais languir change alors agréablement pour louer la bonté du café et celui qui l'a préparé. Voilà. Et je suis vraiment d'accord. Je pense que Est-ce que j'ai mis celui-là? Ah, j'ai pas mis. Je vais vous le noter. Je suis vraiment d'accord. Je pense que le café, c'est une forme de convivialité. Et alors moi, j'adore prendre un café dans des cafés, d'où le nom. Mais j'aime bien aussi. Ouais, c'est très beau. J'aime bien aussi, je vais en relire un petit morceau. J'aime bien aussi prendre un café avec des gens chez moi, autour d'un bouquin, dans une bibliothèque. Et voilà. Enfin, ça, c'est sympa. Si vous avez l'occasion de passer à Lutry, faites-moi signe. Et puis on se prend un café. Bon, moi, je sais pas faire le thé. Hein. On a une bibliothèque complète de thé. Donc, si vous aimez le thé, il y a de quoi. Mais c'est vous qui le préparez. Parce que voilà, je sais pas faire. Alors, c'est aux éditions de la bibliothèque. Hop, voilà. Ouais, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau. C'est marrant parce qu'il y a toute l'histoire en fait du café. Puis, il y a, en fait, avec plaisir, ok. Quand tu veux, tu dis, et puis on se prend un café. Antoine Galland a rapporté d'un voyage à Constantinople de précieuses médailles, les Mille et une nuits, et un opuscule sur le café. L'orientaliste retrace l'origine de ce breuvage de l'Arabie heureuse à la Mecque et convie le lecteur à écouter une
Apologie du café contre certains docteurs mahométans qui avaient prétendu que l'usage devait en être défendu aux musulmans. Voilà, c'est vraiment marrant. Euh, ah ouais, je vous lis je vous lis la suite. Euh, parce qu'en fait, je trouve que... Après, on est dans l'histoire, c'est difficile de lire un passage. La conversation que vous ne laissez jamais languir change alors agréablement pour louer la bonté du café et celui qui l'a préparé. C'est ce qui arriva la dernière fois que je me trouvais chez vous, où l'excellence du café que je pris me donna lieu de vous dire que j'avais découvert dans un historien turc le temps que l'on avait commencé d'en prendre à Constantinople, et que ce même historien, après avoir fait le récit du trouble que cette boisson y avait causé peu de temps après qu'elle y eût été introduite, rapportait qu'elle y avait été reçue et approuvée, nonobstant les oppositions formées pour en interdire l'usage. Ce que je vous dis alors en peu de mots des particularités rapportées par cet auteur vous fit naître la curiosité d'en savoir davantage. Vous me priâtes, vous et la compagnie qui se trouvait chez vous, de les mettre par écrit et d'y ajouter ce que j'avais pu observer de l'usage que l'on fait du café à Constantinople, où j'ai demeuré longtemps, parce que vous trouviez que ceux qui en ont traité n'étaient pas entrés dans un assez grand détail sur cette matière. L'estime particulière que je fais de votre personne et la considération que j'ai pour la compagnie ne me permirent pas de différer d'un moment à satisfaire votre curiosité et à répondre en même temps à la bonne opinion que vous aviez de moi. Mais avant de venir à l'exécution, m'étant souvenu d'avoir lu dans la bibliothèque orientale de feu Monsieur d'Herbelot, qui paraîtra au premier jour, et dont j'ai déjà un exemplaire à l'occasion que vous savez, qu'il y avait dans la bibliothèque du roi un manuscrit arabe lequel contenait l'apologie du café contre certains docteurs mahométans qui avaient prétendu que l'usage devait en être défendu aux musulmans, je crus que je devais le consulter pour voir si je ne trouverais pas la première origine de cette boisson. Voilà. Et donc, on commence par les termes, en fait, euh, l'étymologie. Pour servir de fondement au sujet que j'entreprends, il est à propos d'établir l'étymologie et la signification propre du mot de café. Il vient de cavé, C-A-H-V-E-H, comme le prononcent les Turcs avec un V consonne, en faisant la première syllabe longue, accompagnée d'une espèce d'aspiration désignée par la lettre H. Alors ça, je vous laisserai le prononcer chez vous. Euh, hop, je vous l'écris. Quel style? Ouais, c'est très très beau. Alors, ça s'écrit comme ça, C-A-H-V-E-H. Voilà. Donc voilà, je vous répète, pour le prononcer, je ne reprononce pas. Euh, V consonne en faisant la première syllabe longue, accompagnée d'une espèce d'aspiration désignée par la lettre H. Voilà. Et après, il y a eu Kawa ou Kawe parmi. Voilà. Voilà, je vais. C'est hyper intéressant. Voilà, donc ça, je continue à lire et je vous en parle. Je vous en reparle plus tard. La semaine prochaine. Euh, sur le stand de Manifeste, qui est Manifeste, en fait, c'est la maison d'édition qui était avant le Merle Moqueur. Je ne sais pas si ça s'appelle encore le Merle Moqueur. Et il est toujours marqué le Merle Moqueur Manifeste. Ça n'a aucun rapport avec la librairie de Merle Moqueur. Voilà. Et Ouled Ahmed, Brouillon de patrie, poème traduit de l'arabe par Aymen Hassen, Avant-dire d'Adonis et postface de Monsef Mesghani. C'est des textes magnifiques, très très beaux. Et je vais vous lire un texte qui s'appelle, je vous mets la référence. Tac, tac, où est-ce qu'il est? Il est là. Je lis le quatrième de couverture. La première anthologie en français d'Ouled Ahmed, 1955-2016,
le poète de la révolution tunisienne. Ah ouais, en fait, je trouve que la couverture est très belle et en fait, il y avait ça dessus, le poète de la révolution tunisienne, le bandeau, mais je trouve que ça cachait un peu tout. Ça cachait le merle, ou alors ça cachait le titre, ou ça cachait le dessin. Donc là, je m'en suis remarqué. Ah oui, j'ai pas fini le quatrième. C'est ainsi qu'a vécu Ouled Ahmed dans l'agitation politique et idéologique, à l'instar d'un oiseau dans une forêt. Ne fréquentant pas les denses ombrages, il résidait au cœur de la clairière lumineuse, solitaire dans les bras d'une branche solitaire. Adonis, extrait de l'Avant-dire. C'est très beau un avant-dire. C'est plus joli qu'une préface ou un avant-propos. Mohamed Skayer Ouled Ahmed était un poète essentiel, un révolté continuellement inquiet pour l'avenir de la démocratie et la révolution en Tunisie. Monsef Mezkani, extrait de la postface. Le lieu. Quand la solitude l'accapare et qu'il ne voit plus personne que lui-même dans le silence du café, le poète pense fermement à rentrer chez lui. Il commande un 6e café. Et avec un sérieux exagéré, il assure que ce sera le dernier. Il arrive qu'il se rappelle à lui-même qu'il n'y a pas de sens à l'ordre si ce n'est pas le dernier café, le vrai dernier. Mais il ne lui est jamais arrivé de crier effrayé « Ah, si chez moi existait avant que je n'y rentre !» Comme il l'avait fait durant cette triste nuit, quand il avait découvert à 4 heures du matin qu'il avait loué une maison qui ne marchait pas, et il surenchérit. Alors, il crut qu'il avait été berné. Voilà. Ouled Ahmed, Brouillon de patrie, aux éditions Manifeste. Ce bouquin-là, c'est un bouquin qui vient de paraître aux éditions à plus d'un titre, que j'avais lu quand j'étais chez Alain Léger la fois précédente où j'étais venu à La Bauche, où il y a sa maison d'édition. Et j'avais été complètement... enfin, comment dire, Micheline Morel, alors je vous donne le titre, hein, il y a 2 textes. Micheline Morel, La Passion selon Ravensbrück et La vie normale. La Passion selon Ravensbrück, c'est des poèmes qu'elle a écrits, principalement quand elle était à Ravensbrück. Et La vie normale, c'est son retour des camps. Et c'est un témoignage vraiment... bonsoir, bonsoir, comment vas-tu cela? C'est vraiment des textes incroyables. C'est difficile de vous lire la référence. Oui, je vous la donne. Je la donne, pardon. C'est très difficile de lire un extrait du livre parce que c'est vraiment un récit, entre autres la rencontre avec un médecin, enfin, retour des camps, et puis totalement affaibli, et puis obligé de travailler, et puis elle tient pas à son travail. Et puis il y a quand même dans son travail, on va lui dire, mais il faut aller consulter un médecin. Et puis elle va arriver dans un lieu, dans un hôpital, où ce médecin va... en fait, on ne sait pas s'il va faire de l'anthropologie ou de la médecine, mais les camps de concentration, ça le fascine. Ça le fascine. Et puis il va y avoir une histoire d'amour entre eux. C'est vraiment un truc assez incroyable. Donc je vais vous lire juste 2 extraits de ces poèmes, qui sont donc La Passion selon Ravensbrück. Et là, je pense beaucoup à Jacqueline en disant ça. Oraison à la mémoire de Charbonnier. Je prenais un tortillard qui m'emportait vers un village. Il y avait un très vieux poêle au milieu du wagon. Il faisait très froid. Il y avait des gens de tous les âges qui se pelotonnaient tout autour et le givre nous enfermait. Parmi ces paysans courbés en boule autour du poêle, d'autres peut-être aussi avaient aussi dans leurs chaussures ou dans leurs ourlets des archives, des actes de baptême ou des plans d'arsenaux. Nous ne parlions pas, nous ne regardions pas, nous roulions dans la nuit,
et la guerre, et là-bas, incroyablement loin au-delà de la mer, d'autres gens attendaient les plans que nous portions pour choisir le moment de délivrer l'Europe. Je revois le wagon givré, le poêle ancien, et puis l'auberge. Et toi, mon capitaine, avec ton vieux collègue, je vois encore ta main sur les papiers, j'entends encore ta voix. Je repartais le soir avec le même train. Pendant la nuit, je traversais cas un cas toute la France, et le matin à l'université, j'expliquais gravement des vers d'Aristophane, avant d'aller courir les presbytères, les mairies, ou contempler des paysages. Ô capitaine, en ce temps-là, il faisait rude, il faisait froid. Mais en esprit, nous, clandestins, nous étions libres. Et toi, tu l'es redevenu. 24 octobre 1964. Ouais, tout à fait, tout à fait. Dans la nuit de Noël. Dans la nuit de Noël, j'ai fait un joli rêve. Un wagon m'emportait au loin, je ne sais où, et j'avais, vision aussi douce que brève, un bébé, mon petit, assis sur mes genoux. C'était un bel enfant de quelques mois à peine, qui tenait déjà droit et levait vivement son petit crâne rond dans un béguin de laine, tout de rose habillé par mes soins de maman. Les rêves, m'a-t-on dit, si j'ai bonne mémoire, fait la nuit de Noël, se réaliseront. Mais pourquoi dans le mien étais-je en robe noire? Pourquoi étions-nous seuls? Où courait ce wagon? 26 décembre 1944. Ouais. Ah non, elle n'est pas aléatoire, mon heure. C'est la vraie heure. C'est juste la pendule qui marche à l'envers. Mais non, c'est une vraie pendule. Elle donne vraiment l'heure. Il suffit de suivre. Il est bientôt 21h. Mais elle tourne juste à l'envers. Le monde tourne un petit peu dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je trouve. On ne sait pas trop dans quel sens on va. Mais c'est pas aléatoire. C'est loin d'être aléatoire. J'adore cette pendule. Nous partirons. Nous partirons. Nous partirons un jour peut-être, un jour encore lointain. Mais il faut bien nous le promettre, nous partirons un beau matin. Nous partirons toutes ensemble, le cœur joyeux et bondissant. Nous partirons et cela semble n'être qu'un songe ravissant. Nous partirons. Sans qu'il nous manque plus de compagnes qu'à présent, vers nos forêts et nos calanques, nos monts et nos canaux luisants, vers nos hameaux qui nous attendent, ou nos villes pleines de bruit. Nous partirons. C'est la légende d'hier, autant que d'aujourd'hui. Nous partirons, il faut le dire, et le croire et le répéter. Nous partirons loin du martyre vers la divine liberté. Nous partirons loin des tristesses, des poux, des femmes et du camp. Nous partirons dans l'allégresse. Nous partirons. Oh oui, mais quand? Décembre 1944. Ah, c'est un bouquin, c'est vraiment... en fait, ça avait paru en deux livres séparés dans les années 60 au Seuil, je crois. Je regarde quand est-ce que c'était. 65. 58 pour la vie normale, donc pour le récit, et 65 pour la Passion selon Ahmed Roux, toutes les poésies. Chez Minuit, comme ça, chez Minuit. Et en plus, dans ce livre-là ont été ajoutés des illustrations, des dessins que Micheline Morel avait réalisés quand elle était dans le camp à Ravensbrück. Et ça, c'est des dessins totalement inédits, parce que c'est le frère de Micheline Morel qui les a transmis à l'éditeur. Ces dessins sont extrêmement puissants, et je trouve que l'éditeur a fait un beau travail de pas en faire un cahier, mais de les disséminer dans les textes, parce que ces dessins sont assez incroyables. Je vous en refais voir un autre.
Ben voilà. Le camp des céréalisés à son retour, été de 1945. Et puis je vous en fais voir un autre. Il y en a que j'ai trouvé totalement assez incroyable. C'est un dessin qu'elle. Alors je sais pas comment elle a fait pour les emmener, parce qu'il y en a qui ont été faits après, mais il y en a qui ont été faits pendant. Et où est-ce qu'il est celui-ci? Ça c'est son retour. Ah mais non, ils ont tous été faits à son tour. Je ne comprenais pas comment elle avait pu les sortir du camp. A priori, ils ont tous été faits à son tour. Voilà. Ça s'appelle la sélection. Ouais, c'est terrible. Terrible. Terrible, mais tellement important que ces témoignages soient là et qu'on puisse aujourd'hui encore, quand on voit ce qui se passe, euh, témoigner de ces horreurs et dire plus jamais ça. Et malgré le fait qu'on dise plus jamais ça, ça continue. Euh, j'ai rencontré deux éditeurs super sympas. Et en fait, en allant fumer une clope, je suis passé, ils étaient sur leur stand. Et l'éditeur s'appelle La Quinfristanaise. Et alors, La Quinfristanaise, où est-ce que j'ai mis ça? Hop. Et ils étaient adorables, ces éditeurs. Oui, on a eu chaud en France. Ouais, je sais plus. Ouais, je sais pas si on a eu chaud, mais bon, la prochaine fois, ce sera Zemmour ou quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'ai pas tellement envie d'en parler. J'ai tellement envie de foutre une bombe là. Ça me... Je sais pas quoi dire, mais bon, après je suis en Suisse, hein, c'est l'ITC en Suisse, hein, donc c'est pas beaucoup mieux. Bref. L'énigme des ruines de Steve Wilfried Mungengi. Donc dans cette maison d'édition, ouais, les éditeurs étaient hyper sympas. Je me suis dit, ah, je vais acheter un bouquin, puis j'ai regardé en fait, c'est une petite maison d'édition, ils ont 5-6 titres. Et ils ont vraiment des belles choses. Et ce texte, j'ai trouvé très beau. Je suis l'enfant de la pleureuse de l'aube et du tam-tam qui battait au loin dans la nuit diaphane. Savais-tu, toi, que les rivières se tordent parce qu'elles partent seules? La parole a germé à la lisière du jour et de la nuit, quand parlait la bouche d'ombre. C'était avant l'orage sous les paupières, saison de floraison. Nous étions champs de rêve sous le soleil. Dans les nuits d'ici, je cherche encore les racines de la lumière, l'enfance. Une oasis dans le désert de l'homme. J'avance drapé de la voix de l'aïeul et du battement de ses mains. Souviens-toi, en toi le miracle est une chimère qui déploie ses ailes. Là-bas, tous les rêves vont ailleurs et nous partons. L'ailleurs n'est qu'un songe découpé dans les lignes du miroir. Il faudra garder les mains ouvertes pour les jours où la lumière pleut. Ah, c'est très très bien. Et puis un autre. Sur les sentiers, je continue à égrener les heures, avec la mélancolie de la ville qui se vide. J'ai en moi la mémoire du bruissement des lumières. Rien ne me rattache à l'absence, sinon l'empreinte de tes pas sur le papier. Le silence est un long corridor dans la plaine. Ne t'arrête pas de marcher. Enjambe la rivière, les seuils et au-delà. Sous la brume traverse tes sillons. Rester sans ailleurs, c'est déjà mourir. Chaque jour, je défais ma demeure pour rebâtir demain. Et je pars me perdre
au bord des prés en fleurs. C'est très très beau. C'est très beau ce texte. J'avoue que j'aurais envie de tout lire, mais par contre, celui-ci, je l'ai lu en entier à voix haute. Ouais, c'est vraiment splendide. Alors, avant de partir, je sais que la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre bouquin de la bibliothèque qui s'appelle des éditions de bibliothèque. Voilà, Les vies parallèles de Blaise Cendrars et de Charles Albert Sandria. Voilà, mais je les ai pas lus, hein, donc c'est pour ça que je. Cravirola, donc c'est une coopérative que je ne connaissais pas du tout. Et ça, c'est aux éditions du commun. Et puis, cet éditeur, en fait, c'est marrant parce qu'il a un catalogue très, très, très religieux. Mais Mao Cosmique, c'est un texte assez incroyable qui avait, je crois qu'il était paru. Il était paru à l'âge d'homme en 74, voilà. Et il a été composé avec le comité éditorial du groupe de la Riponne. C'est assez marrant. Donc j'ai trouvé ça et j'ai adoré le début. Mais ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Avant de se quitter, un petit tour chez Condillac. Alors, comme à chaque Twitch, je vous lis un petit extrait de la statue de Condillac retouchée de Yves Velon, histoire de juste entendre les mots, parce que l'histoire, on va l'éditer en 2023, on va le rééditer en 2023, avec vraiment un cahier critique pour permettre de l'aborder de manière assez sympa. Alors, oui, j'ai dit que c'était de Yves Velon. Alors tu les fais voir, mais pour que la ville soit possible, il faut que le suburb lui-même commence. Guillaume ce roi d'île décrète que ces cubes épars étaient des habitations. Désormais on pouvait dire, si vaste que soit l'espace entre les choses habitées, par elles, il est fait de terrains vagues. D'ailleurs, ces blocos se multipliaient, gris, grumelés de mauvais béton. Le sol s'était fait raboteux, à ne plus s'obstiner sans rencontrer un mur qu'il faut contourner. Angle par angle, ces villas masures au stylement identique avaient par contre des orientations chaque fois inattendues, avec un treillis. Ces obstacles auraient peu compté si le désir d'Anne était resté stable. Mais il était légèrement effiloché aux clôtures, progressivement surélevé. D'ailleurs, les cubes avaient 2 étages. Leur besoin de se barricader grandissait, et d'un enclos après l'autre exigeait une véritable ascension qui fut impossible. Le mur était haut de moins 20 mètres. C'est par toi, commença-t-il. Et décidément, Anne était difficile. Par toi que je dois maintenir la tension suffisamment pour que l'immeuble fournit la rue par laquelle le suburb mime la ville. S'il regarde à gauche, ce qui défile est une paroi de ciment rythmée par des saillies, surélevée par un réseau de barbelés. À droite, c'est l'enfilade des immeubles dont les premières fenêtres sont plus bas que la chaussée. Le temps s'épuisait. C'était l'inquiétude qui devenait véloce. Il ouvrit une porte, arpenta un couloir, une autre porte, enfin l'air libre. La boue qui le prit aux chevilles, elle lui suçait le sens. Un talus toucha ses mains. De sinueuses herbes mortes depuis toujours l'aidèrent à sortir du cloaque, s'enchevêtrèrent. C'est en ânant qu'il se hissa au haut du tertre. Le spectacle était accablant. Pendant son trajet, les séries d'immeubles s'étaient multipliées dans un tel désordre qu'il était impossible de le comprendre. Il put encore s'adresser à Anne. Rien sans toi. Il s'apercevait que la rue finissait en plein champ, au mieux en terrain vague, sans toit. Des rails, il est sauvé. Le rail est ombilical à la ville. C'est Velon, incroyable Velon. Je sais pas quoi dire.
Voilà. Écoutez, un grand merci à toutes et tous pour ce Twitch de retour de l'autre livre. Mardi prochain, on continue. Donc les bouquins que je vous ai fait voir là. Et puis il y a d'autres livres. Il y a entre autres un bouquin splendide, poussé, qui vient qui est apparu aux éditions Art Fiction. Et il faut que je vous fasse voir les illustrations. Il est avec un disque vinyle et c'est splendide. Mais ça, je vous le fais voir la semaine prochaine. Et puis plein d'autres choses. Je vais terminer par. Est-ce que j'ai encore un petit web garage pour terminer? Ou est-ce que je les ai tous? Je ne les ai pas tous lus. Non. Il y a celui-ci. Ah oui, celui-ci, je voulais vous en parler. Le Sacrement. Ça, c'est un texte incroyable. En fait, c'est une traduction d'une correspondance de Hermann Hesse qui avait jamais été traduite. Donc c'est Ruth Wenger et Hermann Hesse qui correspondent, et c'est traduit par Vincent Guillier, donc le typographe. Et ça a été achevé d'imprimer un jour d'élection à l'imprimerie du bout du monde sur presse à pédale en 2022. Donc un jour d'élection, c'était donc, dimanche. Avec une mise en page, vraiment. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est un texte en allemand. Et puis, voilà. Ça, c'est le quatrième du livre. Voilà. Sacrement. Je refais voir une illustration. Voilà, c'est très très beau. Ouais, qu'est-ce que je peux vous faire? Voilà, je vous fais voir la petite, le tout début du texte. Voilà, comment c'est imprimé. 4 décembre 1920. Chère mademoiselle Wenger, point d'exclamation. Ne soyez ni vérolée ni bossue. Cela n'arrangerait rien et ce serait très dommage. Mes conversations avec vous n'étaient pas seulement adressées à votre joli visage. Voilà quelque chose que vous savez bien, n'est-ce pas? Si je n'ai pas écrit, cela tient à autre chose. Je vis seul, et lorsque la vie interrompt gentiment cet isolement, je m'en réjouis. Mais je ne fais rien de moi-même pour l'interrompre, et souvent j'ai besoin d'un isolement total pour un long moment. La parole revient bien après. J'ai souvent pensé à vous, et une fois même, j'ai rêvé de vous. La situation extérieure est mauvaise. J'ai peu d'argent, et les trous dans mes souliers s'agrandissent. Mais je pense et travaille beaucoup. Je m'emporte souvent si bien que je peux parfois me passer de vin. Je peins un peu pour autant que ça aille. Je reste près de la cheminée, ce qui est mieux pour penser et lire. Le Monte Salvatore est encore là et ses couloirs sont remplis de neige. Je suis souvent à Bâle, à Delsberg, en Chine. Je suis désormais familiarisé à la magie de ces voyages. Le voyage à Abraxas n'est pas loin. Voilà. Et puis, on fera une petite tournée en Suisse avec Vincent Guillet. On ira dans les librairies qui ont ces petits bouquins de voix de garage et viendra avec sa presse. Et puis, je vous redirai ça, je pense que ce sera mi-octobre. Voilà, on est en train de mettre ça sur pied. En attendant, je vous remercie toutes et tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. La semaine prochaine, on continue sur le salon de l'autre livre. N'hésitez pas à aller sur le site de l'autre livre, voir un petit peu ce qu'on fait. Merci, Kate. Et puis voilà. Puis sinon, à Paris, pour moi, c'est au mois de juin avec le marché de la poésie. Encore une semaine. Et là, c'est 5 jours de salon. C'est pas trop tôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bonne soirée.